Salut les photographes, aujourd'hui on parle de cet animal-là. J'ai eu la chance de pouvoir le tester depuis 2 semaines, il n'y a que Damien Bernal et moi qui avons eu la chance de l'avoir en avant-première comme ça. Donc je vais vous donner toutes mes impressions, toutes les photos, le test complet, c'est parti. Alors évidemment pour la photo d'animalier et de sport ça va très bien correspondre. Pour la photo de paysage aussi, paradoxalement on associe toujours la photo de paysage avec de l'ultra grand angle, mais moi je fais beaucoup de photos au téléobjectif et je me suis rendu compte avec mon 100-400 que plus de la moitié des photos que je faisais étaient faites à 400 mm, ce qui veut dire que je suis toujours en bout de course en fait. Et que donc je pourrais bénéficier d'un peu plus de focale encore. Et enfin celui-là en particulier on pourra l'utiliser aussi pour de la proxy. Mais ce qui va être important pour nous, c'est de considérer également la compacité et le poids de cet objectif, parce que oui, c'est un objectif qui est un peu gros et un peu lourd, mais il est beaucoup moins gros et beaucoup moins lourd que la plupart des objectifs de photos animalières ou de photos de sport, qui vont généralement être tellement gros que vous n'allez même pas pouvoir le mettre dans votre sac photo. Donc on va regarder justement si ce compromis-là est le bon compromis pour vous. Et pour aller le pousser dans ses limites, je suis allé le tester un matin à un lever de soleil sur un des étangs de la Dombes, où j'étais déjà allé précédemment pour aller faire des photos d'animaliers, et donc là j'ai fait plein de photos d'oiseaux dans plein de circonstances différentes, et je vous partagerai ça au fur et à mesure de la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu comment ils se débrouillent dans ces conditions-là, qui sont des conditions assez classiques de photo animalière finalement. En termes d'ergonomie, on a 3 modes de stabilisation, on en parlera tout à l'heure, on et off pour la stabilisation, on a un bouton autofocus, manual focus, et 3 modes d'autofocus, un mode qui qui est complet on va dire, un mode qui va de 3 mètres à l'infini, et un mode qui va de 15 mètres à l'infini. On a aussi un petit bouton lock, qui permet de ne pas pouvoir tourner la bague. Et puis on a une petite spécificité, une nouveauté sur ce Tamron là, c'est que vous pouvez tourner évidemment comme ça, et si vous soulevez la bague, hop, comme ça, et ça bloque automatiquement. Hop, ça bloque. Et donc comme ça, vous pouvez vous bloquer exactement à la focale qui vous convient éventuellement. En termes de construction, on a des petits joints un petit peu partout, donc une bonne tropicalisation. Et puis si on regarde un petit peu les spécifications, on a un objectif qui pèse 1725 grammes, qui fait 93 mm de diamètre, au plus large, sur 209 mm de long, donc 21 cm à peu près, et qui prend des filtres de diamètre 82 mm. Donc on reste sur des filtres assez standards, même si c'est le haut de la gamme standard des filtres. Après, sur ce type de boîtier téléobjectif, on utilise rarement des filtres. En tout cas, moi, ça m'arrive très rarement d'utiliser des filtres. Notamment parce que ce qu'on veut le plus, en général, c'est la lumière là-dedans. Et si on met des filtres, on casse un peu la lumière. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va regarder tout de suite le piqué. Alors, je ne vais pas faire 50 détours. Le piqué, il est excellent. Ça m'étonne pas spécialement quand je vois tous les objectifs Tamron que j'ai testés pour Sony, qui étaient tous excellents. Là, on est toujours dans le même système. Tamron a sorti, encore une fois, un zoom x3, 3,5. Donc Tamron fait des zooms avec des plages de zoom assez limitées pour pouvoir faire quelque chose de très qualitatif. Et là, on est encore en plein dedans. 150 mm, 200 mm, 300 mm, il y a zéro reproche à faire. C'est parfait au centre, sur les bords et sur les extrêmes. À 400 mm, j'ai vu sur F11 qu'il y avait un tout petit flou sur un bord, justement, sur un extrême et tout le long de la bordure. Et puis à 500 mm, j'ai un tout petit effet de flou sur un petit coin. Et tous les autres étaient nickel. Donc vraiment très très impressionnant, surtout pour un téléobjectif. Et surtout que généralement, ce type de téléobjectif, il galère un peu plus sur les longues focales, sur les 400-500 mm. Et là, c'est pas le cas. Effectivement, quand on regarde un petit peu le 100-400 Sigma, vous pouvez voir que pareil, à 100, 150, 200, il est très bien. Par contre, à 300 mm, au bord et aux extrêmes, on est un tout petit peu moins piqué. Et à 400 mm, aux extrêmes aussi. Et à grande ouverture, à f6.3, on a beaucoup moins de définition que sur celui-là. Ce qui est un peu problématique parce que quand on a ce type d'objectif, comme je vous dis, on l'utilise très souvent à la plus grande ouverture, à la focale maximale. Et donc c'est là qu'il doit être vraiment le meilleur. En tout cas pour l'animalier, on utilisera grande ouverture focale maximale. Pour le paysage, on va plutôt l'utiliser à f8, f11, mais pas forcément toujours à la focale maximale. Donc là en termes de piqué, pour l'animalier, il est vraiment exceptionnel, parce que comme je vous dis, on va l'utiliser à 500 mm f6.7, il est parfait, sauf dans les extrêmes où on peut trouver un tout petit peu à chipoter, mais pour l'animalier, encore une fois, c'est pas gênant du tout, très souvent les bords sont flous sur une photo animalière, et pour la photo de paysage, là où on veut que tout soit net, et quand on regarde f8, f11, on est parfait tout du long, donc c'est vraiment impeccable. Je vais vous montrer quelques photos d'animaliers, de paysages et de proxy photos pour vous faire un petit peu une idée du type de photographie que j'ai pu faire avec cet objectif-là.
On va parler un petit peu de l'autofocus rapidement parce que tout va bien. Comme je vous disais, c'est le même système que sur le 70-180. Donc c'est un autofocus très rapide, encore plus rapide quand vous allez activer le mode par exemple entre 15 mètres et l'infini. Là, pouf, ça se fait à toute vitesse. Il est extrêmement silencieux, on entend zéro bruit. Il est très précis. Encore une fois, à chaque fois que je faisais une mise au point, la mise au point était pile faite à l'endroit où je voulais, donc ça c'est très bien. Et puis les modes d'autofocus, comme je vous disais, on en a 3. Moi je mettais généralement le mode full, mais quand j'avais des oiseaux un petit peu loin, je mettais le mode 15 mètres, entre 15 mètres et l'infini, pour pouvoir être encore plus rapide, on va dire. Et en suivi de sujet, j'ai trouvé qu'il se débrouillait très bien, en tout cas largement suffisant par rapport au boîtier que j'ai, et bien meilleur que le 100-400 que j'ai aujourd'hui, mais n'oubliez pas, le 100-400 il est sur une bague d'adaptation. Je sais que le 100-400 natif se débrouille très bien en suivi aussi. En termes de bokeh, c'est-à-dire de flou d'arrière-plan, est-ce qu'il est très doux, est-ce qu'il est très dur? Je trouve plutôt pas mal pour un objectif qui ouvre à f6.7, étant entendu généralement que plus votre objectif ouvre grand, plus vous allez réussir à avoir un bokeh doux. Quand on ouvre à f6.7, c'est pas une très grande ouverture, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit assez dur, et j'étais plutôt surpris. En proxy, en tout cas, je trouve que c'est très bien. J'ai rien à redire. Et en photo d'animalier, tant qu'on n'a pas des petites brindilles ou des brins d'herbe juste devant ou juste derrière, généralement, je trouvais que le bokeh, le flou était plutôt bon, d'arrière-plan, de premier plan d'ailleurs. Voilà, moi en tout cas ça me convient très bien. Et là clairement si vous voulez des meilleures performances dans ce domaine-là, il faudra passer sur un objectif à ouverture à f4 constante. Et là il faut sortir le portefeuille et surtout c'est pas le même encombrement ni le même poids, donc on n'est pas sur la même gamme de produits. En termes de stabilisation, j'ai fait mes propres tests que j'ai récapitulés dans un petit tableau. En fait je fais une rafale de 10 photos en stabilisant le maximum à différents temps de pause, avec stabilisation, sans stabilisation, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et j'ai constaté qu'on gagnait 3 stops de stabilisation de façon assez homogène en fait. Et en petit bonus, il y a certaines circonstances où je considère qu'on gagne 4 stops, c'est-à-dire notamment quand on va beaucoup baisser la vitesse d'obturation. On arrive à un stade où on arrive quand même à sortir des bonnes photos quand on essaie d'avoir une exigence où on est à 20-30% de photos réussies. On arrive à pousser encore plus loin ce boîtier-là que quand on n'active pas la stabilisation. Donc pour vous donner un petit peu un exemple, j'avais 50% de photos réussies à 1/30 de seconde à 500 mm. Vous vous rendez compte, 500 mm, le truc c'est quand même énorme, on zoome super loin. Et à 1/30 de seconde, j'avais 50% des photos parfaites, c'était net quoi. Alors c'est aussi le moment de vous parler des 3 modes de stabilisation. Donc on a VC mode 1, 2 et 3. Le mode 1, c'est le mode le plus standard, c'est-à-dire quand vous allez appuyer soit la demi-pression sur votre déclencheur, soit sur votre bouton d'autofocus par l'arrière. Là, dans le viseur, ça fait une différence assez importante parce que ça tremble comme ça, et puis d'un seul coup, ça se met à plus trop bouger. C'est un petit peu doux, et on voit beaucoup mieux, et on arrive beaucoup mieux à viser, et on voit la stabilisation active tout de suite. Le mode 3, lui, en fait, il active cette stabilisation en permanence. Donc ça va consommer un petit peu plus de batterie, mais ça peut être utile si par exemple vous êtes justement en train d'essayer de suivre un objet de loin et que vous tremblez beaucoup trop et que vous n'avez pas envie de garder le doigt appuyé sur le déclencheur. Dans ce cas-là, vous allez un petit peu plus facilement pouvoir suivre votre objet. Et le mode 2, c'est un mode pour pouvoir faire des filets. C'est vraiment spécialement fait pour ça, qui va stabiliser que selon un axe et pas selon les 2 axes. En termes d'encombrement, voilà ce que ça donne sur un boîtier. Et vous voyez, par rapport à mon 100-400, on est assez similaire en fait. Si je les mets juste à côté, hop, j'enlève les pare-soleils parce que sinon c'est de la triche. Vous voyez qu'on est assez similaire avec le 100-400 en fait en réalité. On est sur un objectif qui fait 3 cm de plus et il y a un diamètre un petit peu plus grand. Par contre, il est 600 grammes plus lourd. Le gros défi pour moi, c'était est-ce que ça rentre dans mon sac? Parce que vous savez, j'ai les systèmes de sac qui sont adaptés à la randonnée et tout ça. Et je ne peux pas changer de système de sac comme ça juste en changeant d'objectif. Et donc je voulais m'assurer que ça rentrait dans mes 2 sacs, dans mes 2 configurations. Donc déjà, oui, ça rentre bien monté sur le boîtier dans mon sac de photo principal, et ça rentre non monté sur le boîtier dans mon sac de randonnée, exactement de la même manière que ce que je faisais avec le 100-400 jusqu'à présent. Donc je suis très content, ça valide un petit peu ce côté-là, et mon sac de randonnée, justement, je peux le fermer en cas de pluie, donc c'est nickel. J'avais peur de ça, parce que moi c'est ma limite, il faut que ça rentre dans le sac, quoi. Et donc pour moi on rentre toujours dans cette fameuse case du compromis entre l'ouverture qu'on va avoir, parce que c'est le petit compromis qu'on fait sur ce type d'objectif là évidemment, quand on a une ouverture à f5, f6.3, f6.7 par rapport à un objectif f4 qui lui n'a pas de compromis, mais par contre va avoir un poids énorme et une taille énorme qui fait qu'il n'est pas facilement transportable, et on peut même pas dire qu'il est vraiment transportable. Alors comme j'ai les deux à disposition, qu'en plus j'avais pu tester le Sigma 100-400 en monture native Sony, pas suffisamment pour pouvoir en faire un test, mais suffisamment pour avoir déjà des photos qui me permettent de me faire un petit peu une idée.
Je pense que c'est intéressant de comparer les deux parce qu'en fait, c'est les deux qui sont un peu dans la même gamme de prix, c'est les deux qui visent un petit peu le même marché, les mêmes usages de la photographie. Donc je pense que c'est plus intéressant de tester l'un par rapport à l'autre. Si vous voulez voir le comparatif par rapport aux Sony qui sont beaucoup plus chers, le Sony 100-400 et le Sony 200-600, allez voir la vidéo de Damien Bernal qui a fait ce comparatif-là justement. Et donc voilà, par rapport au 100-400 Sigma, on a évidemment la focale maximum qui est plus importante sur le Tamron 150-500, ça va jusqu'à 500 mm. Donc 500 mm par rapport à 400 mm, ça fait 25% de focale en plus. Donc ça permet de refaire un petit zoom encore supplémentaire dans l'image, et puis surtout quand on va recadrer encore après, ça nous donne beaucoup plus de possibilités de recadrage. Et en plus de ça, comme c'est un objectif qui est très bon et très piqué à 500 mm, on va pouvoir recadrer encore plus. Quand vous allez faire la photo de l'animalier pour certains animaux qui sont soit très lointains, soit tout petits, quand vous faites de la photo d'oiseaux par exemple, c'est important de pouvoir recadrer ces photos parce que quasi systématiquement on va recadrer nos photos. Et donc pour ça, il faut avoir non seulement la focale la plus grande possible, et en plus avec la meilleure définition possible, condition que remplit très bien ce Tamron. En termes de piqué, vous avez vu le Tamron, il est un petit peu meilleur que le Sigma est déjà très bon, mais moi je mettrais le Tamron dans la catégorie excellent. Notamment encore une fois, pour les photographes de paysage, là il y a une vraie différence. En termes de stabilisation, on est plutôt à 3 stops pour Tamron, on est plutôt à 2 stops sur le Sigma. En termes de distance minimale de mise au point, on n'en a pas encore parlé, mais sur le Tamron, quand on se met à 150 mm, on peut se mettre à 60 cm. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un ratio de grossissement de 1 pour 3, c'est-à-dire que c'est de la vraie bonne proxy en fait, qui permet déjà de faire des photos sympas, de fleurs, de petites bêtes. Et moi je me suis déjà un petit peu amusé avec ça. En plus à 150 mm, on a à peu près la bonne distance pour bien gérer un petit animal ou une petite fleur. On n'est pas non plus super loin comme si on devait se mettre à 500 mm et il fallait se mettre à 5 mètres de l'objet pour pouvoir le prendre en photo. L'ouverture à 400 mm, parce qu'on va comparer ce qui est comparable, c'est la même, 6.3 des deux côtés. Le poids, on est à 1,725 pour ça, 1,725 kg, 1,210 kg pour celui-là. Donc il y a quand même 500-600 grammes de plus sur le Tamron, donc c'est pas négligeable. Donc un point pour Sigma dans cette catégorie-là. Et en termes de taille, j'ai mis le point pour Sigma, même si vous avez vu, ils sont très similaires quand même l'un et l'autre. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, pour moi ils sont très bons tous les deux. Comme d'habitude, je vous donne pas le prix aujourd'hui parce que le prix au moment où je tourne cette vidéo sera peut-être différent dans un mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc je vous mets le lien dans la description, vous allez voir le prix et je vous laisse juge de si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, c'est un bon rapport qualité-prix dès le départ. Alors je voulais porter votre attention sur un point, c'est que sur la fiche technique, quand je vois Tamron 150-500 mm f5 6.7, je me suis dit 6.7, c'est le chiffre qui m'a marqué. Je me suis dit 6.7, ça ouvre pas grand quoi, ça ouvre beaucoup moins grand, en tout cas ça ouvre moins grand que le Sigma qui ouvre à 6.3. Donc instinctivement, en voyant le 6.7, je me suis dit c'est un objectif qui va ouvrir encore moins grand que ce que j'ai actuellement. Alors vous avez vu qu'à 400 mm, ils ouvraient tous les deux à 6.3, mais je veux quand même attirer votre attention sur un petit détail, c'est que sur les objectifs à ouverture glissante comme ça, il faut surtout prendre en compte à quelle vitesse ils glissent. C'est-à-dire que si par exemple, je suis à 150 mm à f5, et que quand je passe à 170, je suis déjà à f5.6, et que quand je passe à 200, je suis déjà à f6.3, c'est pas la même chose que si je suis à 150 à f5, et qu'il faut que j'aille à 300 pour passer à f5.6. Dans ce cas-là, on a une ouverture beaucoup plus grande sur une bonne partie de la plage focale. Et ça, en fait, c'est pas détaillé sur la fiche technique. Donc moi, j'ai fait les tests pour vous. Et là, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que pour le coup, le Tamron, il reste à f5 jusqu'à 250 mm. Ensuite, il reste à f5.6 jusqu'à 390 mm en ouverture maximale. Puis à f6.3 jusqu'à 490 mm. Donc en fait, le f6.7, il est là que pour pouvoir avoir 500. C'est-à-dire que s'il s'était arrêté à 480 ou 490, chez Tamron, il l'aurait appelé 6.3 celui-là. Donc c'est vraiment pour le tout dernier. Et vous avez remarqué d'ailleurs que 6.7, c'est pas un chiffre qu'on a l'habitude d'avoir sur des objectifs. D'habitude, on a f4, f5.6, f7.1, f8. Il n'y a pas f6.7 en fait entre les deux. Et en fait, c'est tout simplement que ça montre que Tamron pousse le truc le plus loin possible. Et donc ils se sont dit, zut, on veut aller jusqu'à 500 mm. Malheureusement, le 6.3, on peut le pousser que jusqu'à 490. Donc on va rajouter un tout petit peu, mais on va pas rajouter un tiers de stop parce qu'il n'y a pas besoin de ça. On rajoute alors je sais pas combien c'est, un demi de tiers de stop, un sixième de stop. Pour ce petit bout-là. Donc voilà, f6.7. Mais surtout, ce que ça me dit de voir ces chiffres-là, c'est qu'en fait, en réalité, ce Tamron-là, il a un tiers de stop, il offre un tiers de stop en plus, jusqu'à 390 mm, que le Sigma. Parce qu'en réalité, si on s'arrête à 390 mm, on est à f5.6 là-dessus, et on est déjà à f6.3 depuis très longtemps.
depuis 220 mm, on est à f6.3 sur le Sigma. Donc on peut considérer que sur la plage du Sigma, on a un tiers de stop en plus sur le Tamron. Et en plus de ça, à f6.3, le Tamron, dans les mêmes réglages et dans les mêmes paramètres, il offre une photo plus claire, plus lumineuse, à pleine ouverture en tout cas, et donc on a encore un tiers de stop qu'on gagne à f6.3. Donc en fait, quand on regarde toutes les photos prises à pleine ouverture, et c'est quand même souvent le cas quand on fait de l'animalier, bah en réalité, sur l'essentiel de la plage focale du Sigma, le Tamron gagne 2 tiers de stop par rapport à ça. Et c'est pas négligeable, parce que quand on a justement des objectifs qui ont des ouvertures un petit peu limitées comme cela, eh ben on doit vite monter dans les ISO. Et donc en termes d'ISO, dans des conditions difficiles comme au petit matin par exemple, si avec celui-là on doit se mettre à 3200 ISO, bah avec celui-là on va se mettre à ISO 2000. Ce qui, l'air de rien, fait quand même une belle petite différence en termes de grain et de définition qu'on va obtenir sur notre photo au final. On va regarder aussi le fonctionnement du collier de trépied. C'est un collier de trépied qui est tout simple, arc à suisse, donc il se monte en 2 secondes sur n'importe quel trépied qui a une tête arc à suisse. Et puis un truc qui est plutôt bien fichu, c'est qu'on a les petits repères ici, vous voyez, il y a un petit repère blanc, qui sont mis à la verticale et à 90 degrés par exemple. Et ça, je m'en sers assez souvent, par exemple, moi je le range dans le sac sur mon boîtier, donc je le mets complètement comme ça, ce qui fait que dans le sac, mon objectif il est comme ça, et j'ai la poignée par-dessus, donc je peux prendre le boîtier et la lentille en même temps. Et à quoi ça sert de pouvoir le mettre à 90 degrés? Tout simplement, si vous voulez faire des photos en verticale, vous allez le mettre à 90 degrés comme ça, et donc vous avez votre boîtier qui va se retrouver à la verticale. Et donc pour celles et ceux qui se demandent pourquoi il y a besoin d'un collier de trépied sur ce type d'objectif, on ne pourra pas mettre le boîtier sur le trépied, tout simplement c'est que le boîtier va être très léger par rapport à l'objectif, et donc du coup l'objectif va venir forcer sur la monture, donc c'est pas très bon pour la monture sur le long terme, alors que si on le pose comme ça, finalement le poids qui vient forcer c'est uniquement le poids du boîtier, qui fait 500-600 grammes quand on est chez Sony. Et le deuxième point, c'est que ce sera beaucoup plus stable aussi, puisqu'en gros on est près du centre de gravité. Alors que si on se met juste sur le bout du boîtier, le truc il va trembler un petit peu facilement, notamment que dès qu'il y a un petit peu de vent, ça va trembler, alors que sur le pied de trépied, ça tremble beaucoup moins. Alors en conclusion, par rapport à votre situation à vous, du type de photo que vous faites, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme matériel si vous étiez en train d'en chercher un justement? Alors si vous faites de l'animalier que j'appelle statique, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans un affût et vous savez exactement l'endroit où vous voulez aller et vous transportez vos affaires, vous vous posez là pendant des heures et puis ensuite vous retournez chez vous ou à votre voiture. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de prendre un objectif à grande ouverture, type f4 par exemple, focale fixe à f4, un 500 mm f4, un 400 mm f4. Ça va être le type d'objectif qui vont mieux vous convenir, notamment si vous allez beaucoup dans les sous-bois, où il y a peu de lumière, c'est ce qui va vous donner la meilleure qualité d'image possible. Maintenant, c'est quand même réservé à cet usage-là. Vous n'allez pas l'emmener en randonnée, vous n'allez pas l'emmener même en billboard. Si à l'inverse, c'est le critère de poids qui est le plus important pour vous, je vous recommande plutôt de partir sur un 100-400. Les 100-400 ont un bon compromis, on va dire, en termes de poids et en termes de portée. Si c'est le critère de poids qui compte le plus pour vous, si pour vous 500 grammes ou 600 grammes de plus, c'est un vrai gros problème. Dans tous les autres cas, je pense que le 150-500, c'est la meilleure option aujourd'hui. Et dans mon cas, ce sera la meilleure option pour la simple et bonne raison que pour moi, 500-600 grammes de plus, c'est pas très grave, je peux les porter. Et ça correspond complètement à mon usage de la photo animalière. C'est-à-dire que moi, j'aime faire la photo d'animaux quand je les croise en chemin, pendant une randonnée, pendant une balade ou un truc comme ça. Et donc du coup, c'est vraiment exactement ce type d'objectif que je recherche. Suffisamment compact pour pouvoir être transporté, mais en même temps suffisamment, avec une portée suffisamment grande pour pouvoir justement prendre en photo l'animal. Et j'ai d'autant plus envie ou besoin d'avoir une grande portée et une longue focale que justement souvent je ne peux pas me cacher et attendre l'animal, je le vois au loin et souvent je dois le photographier de loin avant que l'animal décide de partir ou que nos chemins se séparent. Pour le paysage, alors là oui, je suis très content, ah oui parce que, comme je vous disais, j'ai regardé, sur les 2 dernières années, j'ai fait plus de 1500 photos avec mon 100-400, et sur les 1500 photos, j'en ai plus de 800 qui ont été faites à 400 mm. Et comme je vous dis, beaucoup de ces photos-là, je vais les recropper, les recadrer encore pour pouvoir zoomer dans la photo. Donc ça veut dire que j'aurais pu bénéficier d'une plus grande focale. Donc là, oui, 500 mm, pour mes photos de montagne et tout ça, ça va être juste parfait. Donc 150-500 pour le paysage, pour moi, ça me va très bien. Et la proxy, je trouve que c'est un bonus. Voilà, j'aime bien photographier les petites bêtes, les jolies petites fleurs de montagne, etc. J'ai pas envie de me trimballer un objectif macro en plus, donc tout ce qui peut me permettre de faire de la proxy, je prends. Donc voilà, encore une fois, Tamron a réussi à tirer avantage justement du faible tirage des boîtiers mirrorless et des Sony en particulier. Tamron montre qu'ils ont vraiment maîtrisé la monture à la perfection, comme pour leurs autres objectifs. Et là, ils ont vraiment réussi, on va dire, à rendre un 500 mm le plus compact possible pour que ça reste transportable dans nos sacs photos et en plus sans compromettre la qualité optique. Donc voilà, vraiment encore une fois,
Bravo Tamron, hein, qu'est-ce que vous voulez, on va me dire que je suis un fanboy de Tamron, mais ils font des beaux objectifs. Alors bah, je dis que c'est bien, si c'est bien. Si c'était pas bien, je vous le dirai aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut.